continuons tout de suite avec notre prochain intervenant, c'est Chaim Pinchas Bartov. Comme je vous l'ai expliqué, c'est cet personnage mythique pour Anana qui a su nous donner la force de transmettre et la volonté de vous parler de ce sujet-là, Pinchas Bartov. Alors, en raison de son âge, il nous était plus facile de l'interviewer. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous allons pouvoir écouter les raisons qui l'ont motivé, qui lui ont donné cette force jusqu'à cet âge magnifique que nous lui souhaitons jusqu'à 120 ans, d'avoir cette force de nous transmettre ce message. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Ra'anana, au domicile de Pinchas Bartov. Alors bonjour Pinchas, nous avons eu l'occasion plusieurs fois de parler en fait d'un projet que vous tenez à cœur, qui était de commémorer la Skara des soldats qui faisaient partie du groupe du French Commando ou Commando à Tsarfati. Et ce groupe-là, lorsque vous m'avez posé la question est-ce qu'il y a moyen de continuer et perdurer leur mémoire, j'étais en fait tout à fait dans un stade de questionnement. De qui s'agissait-il? Comment il fait? Et donc aujourd'hui, avec vous, j'aimerais pendant quelques instants que vous nous disiez, M. Bartov, comment avez-vous connu l'existence de ce groupe? Je m'appelle Pinchas Bartov, je m'appelais René Tayeb. Je suis originaire d'Algérie, de la ville de Constantine. Et en 47, oui, c'est bien ça, en 47, un nouvel élève juif s'était joint à nous dans notre classe au lycée d'Aumale. Il était très sérieux, un peu distant, mais on sentait qu'il savait beaucoup de choses. Il n'était pas originaire de Constantine, mais de Borjbo Hariri, fils du rabbin de Borjbo Hariri. Son nom était André Halimi. J'ai été flatté parce que on a eu un très bon contact et j'étais au fond un de ses amis. André Halimi est un garçon formidable. Il lisait beaucoup, il écrivait des poèmes et il était très, très recommandé par le professeur de littérature. D'ailleurs, ses dissertations étaient les meilleures. Et souvent, le prof de littérature les lisait devant la classe entière. Donc, on revient en 47, je vous parle de la fin du trimestre 47, c'était la Noël. André Halimi, venant de Borjbo Hariri, se trouvait dans ce lycée comme interne. Et pour les fêtes, il rentrait chez lui. Et voilà que pour la Noël, les vacances de Noël, tous les internes repartaient. Un jour après, ma femme et moi, ma copine, mon amie et moi, en se promenant, on le voit assis. Et je lui pose la question, comment tu n'es pas rentré chez toi, André? Il se met à rire et me dit, je rentre chez les miens. J'ai trouvé ça un petit peu drôle. Et tout en parlant, il nous dit, je suis obligé de vous quitter, permettez-moi de vous embrasser. C'était très, très... Je ne comprenais même pas pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire vous embrasser? Il nous embrasse et il s'en va. Le soir, chez moi à la maison, on tape à la porte, 2 gendarmes. René Tayeb, oui. André Halimi, vous l'avez vu? Ah oui, je l'ai vu. J'avais tout de suite compris qu'il y avait quelque chose avec la Aliyah. Et je leur dis, oui, je l'ai vu. Enfin, en classe, quoi, il est parti chez lui. Si vous avez un contact avec lui,
vous êtes obligé de vous présenter au commissariat et de donner toutes les coordonnées. Depuis, plus rien. Je ne l'ai jamais revu, c'était fini. 1950, j'épouse ma femme et nous montons en Israël. Et depuis 1950, je n'ai eu de cesse qu'à chercher André Halimi. Je ne savais pas ce qu'il était devenu. Je ne savais pas ce qu'il avait fait. Et ce n'est qu'un peu plus tard, j'apprends par un garçon d'Algérie qui s'était occupé de ça, qu'il avait falsifié les papiers d'André et qui lui avait permis de passer en France, et que par la suite, il était monté, mais en soldat, qu'il avait fait la guerre. Il n'était pas sûr, mais on lui avait dit que André était mort. Oui, cher Pinchas, alors je voudrais continuer. Je comprends que c'est les recherches d'une personne, d'un ami, André Halimi, qui vous a amené à découvrir l'existence en fait de ce French Commando. Vous avez eu une rencontre exceptionnelle, on peut la nommer ainsi, avec le Rav Gad Navon qui a été le Rav Arashi de Tzahal, de l'armée d'Israël. Et ce Rav Gad Navon a été aussi membre des commandos de Tsarfati. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre rencontre avec le Rav Gad Navon? Vous savez, quand on m'a dit qu'il était mort pour la patrie, je cherchais dans tous les monuments aux morts d'Israël où est-ce qu'il était tombé et où est-ce qu'il était enterré, dans quel cimetière militaire. Impossible de savoir ça. Vous vous rendez compte, de 1950, il m'a fallu attendre 1995. Je ne savais rien, moi, sur le commando de Tsarfati. Et voilà que des copains et moi, dont Yossele Zay, Yossele Bouskila, Yossele Bartzion, que beaucoup connaissent malheureusement, chacun s'est dit, il faut trouver une personne qui puisse nous diriger. J'ai eu la chance de me présenter devant le Rav Gad Navon, Rav Arashi Shel Tzahal. Je m'étais dit, mais enfin, le grand rabbin militaire doit savoir quand même où sont ceux qui sont tombés pour la patrie, où est-ce qu'ils ont été enterrés, où il pourrait me donner au moins le nom ou l'adresse de quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous avec le Rav. Il m'a fallu attendre à la Kéria de l'époque, en bois et des bancs de bois, et en été, et attendre plus de 2 heures. Un monde fou se trouvait là-bas, et j'entends alors que je m'étais dit vers 11h, il m'avait dit 11h, 11h midi, à 1h30, je n'étais pas encore passé, et j'entends le Rav dire, Alisa, fais venir le chauffeur, je m'en vais, j'ai quelque chose de très important à faire. C'est à ce moment-là que je m'étais levé, et j'ai dit, mais enfin, je suis là depuis ce matin, vous m'avez vu. J'ai une question à poser au Rav. Alors, tout doucement, elle se glisse, elle lui dit, il y a un juif ici qui veut vous parler. Bon, qui est-ce? J'arrive, je me présente. Je suis Pinchas Bartov de Constantine d'Algérie. Je cherche mon ami de classe. Quoi? Je dis André Halimi. C'était mon ami à Constantine, au lycée d'Aumale, et depuis 1947, je ne l'ai plus revu. On m'a dit qu'il était tombé. Quel nom? Je dis André Halimi. Et je vois le rabbin s'approcher de moi, s'esclaffer, pleurer, me tenir par les épaules.
André! Et il me prend vers lui. Il me serre vers lui. C'était mon ami au commando français. C'était mon chef de section au commando français. Et nous étions très proches. Lui était fils de rabbin et moi d'une famille de rabbins. Et il me prend et il me raconte. Alisa, dis au chauffeur de repartir. Je ne bouge pas d'ici. En 2 heures de temps, il m'a donné un cours d'histoire. Personne ne savait en Israël. Toutes les personnes à qui je demandais, tu as entendu parler du French Commando? Personne. 95% des gens ignoraient. Eh bien, en 2 heures de temps, j'ai su ce que c'était que le commando français. J'ai su comment André avait été engagé. J'ai su les manœuvres, les exercices militaires très importants dans une base militaire française. Donc, en 1995, pour Yom HaZikaron, quelques amis et moi-même, nous nous sommes rendus à Revivim, au cimetière militaire de Revivim. Les gens de Revivim nous avaient accueillis avec ferveur. Ils voulaient qu'on leur parle, qu'on leur raconte qu'est-ce que c'est que le judaïsme algérien. Mais nous voulions voir la Giva, la colline 13, où André était tombé. Et c'est le Menahel Amachot, le chef de la région lui-même, qui nous a emmenés jusqu'à la colline, qui s'appelle d'ailleurs la colline du French Commando, avec 2 mâts au bas de la colline, un français et un israélien, et avec une écriture rappelant qui étaient les membres du commando français et qui était leur commandant et la bataille qu'il y avait eu dans cette colline, sur cette colline. Vous savez, on dit, je cite toujours les vers de Victor Hugo, ceux qui sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. Le cercueil, il n'y avait pas foule. Mais au moins les tombes, qu'on vienne dire un Kaddish, allumer une bougie. 1995, personne ne savait ce que c'était que le commando français. Mon but aujourd'hui, c'est que tout le monde le sache. Et je vous remercie, Nechama, et je vous remercie, Arabe Morali, de prendre ça pour vous, d'en faire une tâche personnelle et nationale. Il faut que tout le monde sache que des jeunes de 20 ans sont morts pour la patrie, alors qu'ils pouvaient avoir un avenir brillant, riche, mais ils s'étaient engagés volontaires pour Israël. Merci beaucoup à Pinchas, et vous avez tous compris et ressenti l'intensité du message qui a été transmis comme ça par notre ami Pinchas. Je peux vous dévoiler comme ça, j'ai eu l'occasion 2-3 fois de l'inviter dans le cadre de mes fonctions en tant que rabbin des prisons, et face aux officiers, et je peux vous assurer que devant un public de personnes aguerries et de militaires, ainsi de suite, il a su faire passer ce message et il a pu donner ainsi faire comprendre l'intensité de ce message de ce French Commando, de cette poignée d'hommes qui ont été capables de monter, de donner leur vie pour Israël. Je fais appel maintenant à Daniel Martin, que je vois,
pour continuer en fait notre explication. Parce que vous avez compris, on a parlé d'André Halimi, on a découvert qu'il était rattaché à un groupe qui s'appelle le French Commando, et on veut en savoir plus. Daniel, merci. Daniel, il faut ouvrir le micro. OK. Voilà, je pensais que ça se faisait automatiquement. Alors, bonsoir à tout le monde. Je vais, par mon intervention, resituer le cadre du commando français. Alors, l'époque, nous sommes en 1945, la fin de la guerre. Un énorme exode d'Europe arrive en Israël avec les bateaux, avec les Anglais ferment les frontières et en 1947, il y a le vote, en novembre 1947, le vote qui reconnaît Israël et le partage de la Palestine. Ce partage de la Palestine va en même temps déclencher des hostilités de la part des voisins arabes. C'est en fait à cette époque-là que la vraie guerre, que la guerre va démarrer. Et pas le 14 mai 48, comme on le dit beaucoup plus souvent. Dès 47, fin 47, la guerre éclate en Israël. Maintenant, cette période-là, elle est mêlée en Israël à un sentiment d'espoir, de renaissance, de naissance nouvelle de la patrie. Les soldats sont peu nombreux et qu'est-ce qui se passe en Europe? En Europe, les Juifs voient leur espoir de plus de 3000 ans, l'an prochain à Jérusalem, se réaliser. Ils sont loin, mais ce réveil identitaire va se faire par un engagement militaire. Et voilà. Alors, on voit sur cette diapo pourquoi le commando Tsarfati est lié à Beersheva, au Negev. D'abord parce que le commando a délivré Beersheva et qu'il est rattaché à la Khativat à Negev. D'ailleurs, on voit en haut de la photo l'andarta, le mémorial de la Khativat à Negev. Et en contrebas, il y a donc le mémorial du commando Tsarfati, comme s'ils étaient ensemble. C'est vraiment, et je pense que je le dis dès maintenant, mais l'un a amalgamé l'autre, c'est-à-dire que le commando Tsarfati a un peu disparu dans la Khativat à Negev. Donc, le commando Tsarfati a plusieurs fonctions. La première, c'est de ravitailler les kibboutz qui sont désenclavés. Toute la zone du Negev est occupée par l'armée égyptienne et Beersheva en particulier est complètement sous domination égyptienne, en plus que le partage de la Palestine donne Beersheva aux Arabes. Donc, toute la région du Negev proche de Beersheva est privée de communication. Le commando Tsarfati va permettre de ravitailler et de créer une liaison dans tous ces kibboutz. Fort de cette expérience-là, le commando, en tant qu'unité de combat, va être chargé de la libération de Beersheva. Alors, il faut savoir que Beersheva, à l'époque, il y a environ 400 000 habitants. Je ne sais pas si j'ai un zéro de plus ou un zéro de moins, mais enfin, et si on peut me passer 400 000, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui, je pense que c'est beaucoup pour l'époque surtout. Ah, mais c'est énorme. S'il y a 40 000, c'est bon.
possible de me passer la Shmuel, voilà. Et il y en a une avec Beersheba peut-être? Bon, c'est pas grave. Et à la tête de ce commando de Sarfati, voilà, on a une personnalité dont le grand rabbin parlait, et Teddy Dupré, Teddy Daffré, voilà, c'est cette image que j'attendais. Et Beersheba est complètement géré par les Égyptiens, impossible d'y rentrer. La fonction du commando va être de rentrer dans Beersheba, de libérer Beersheba. Et Beersheba, il faut savoir que ce n'est pas simplement la capitale du Negev, c'est au niveau aussi historique la ville d'Abraham, de nos patriarches. Et retrouver Beersheba pour des Français qui sont venus ou des gens qui sont venus d'Afrique du Nord, comme l'a précisé le grand rabbin, c'est un engagement et c'est en même temps un message d'espoir. Ce bataillon commando français va non seulement libérer Beersheba, mais en même temps, il va réveiller pour la suite l'identité, le sentiment d'appartenance et donner un putsch à la création de l'État d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de la libération de Beersheba? Beaucoup de soldats sont repartis, d'autres, il y en a qui sont morts, qui sont enterrés à Revivim. Et je signale, puisque nous sommes allés à Revivim avec le rabbin Morali, que les gens du kibbutz sont parfois déçus de voir si peu de francophones fidèles à l'engagement de leurs compatriotes pour la naissance d'Israël. Si vous êtes dans le sud, si vous avez l'occasion de vous balader, faites un détour à Revivim et demandez d'aller pèleriner sur la tombe des soldats français. C'est très important pour leur mémoire et pour nous aussi en tant que francophones habitant en Israël. C'est important de renforcer le message d'appartenance. Nous aussi, on a notre petite part à la création de l'État d'Israël. Et depuis 2004, la ville de Beersheba a installé plusieurs choses à la mémoire du commando. Là, on voit ici la brigade du Negev, comment ça se dit, brigade à Negev. Et en contrebas, je vous l'ai fait voir tout à l'heure dans la première diapositive, il y a l'entrée du mémorial. Et voilà. Et ce mémorial-là rappelle la bravoure des soldats francophones. On regarde en face de nous, vous voyez sur la droite, il y a un quartier en construction, c'est les nouveaux quartiers de Beersheba. Et sur la gauche, vous avez la zone industrielle de Beersheba. Le message du commando Tsarfati, c'est pas simplement d'avoir délivré Beersheba, c'est pas simplement d'avoir libéré et donné un espoir, c'est aussi, comme l'a dit, à l'époque de l'inauguration du mémorial pour le Mahal, c'est que tous ces soldats sont venus dire à Israël, vous n'êtes pas seuls. Le grand message de la solidarité des Juifs de France avec Israël. Le message là de ce mémorial face à la construction de Beersheba, au nouveau quartier, c'est la dernière image que je voudrais que vous gardiez du commando de Tsarfati par rapport à son histoire. Oui, la francophonie a participé à l'établissement d'Israël.
oui, on peut être fier de nos soldats israéliens, mais le commando Tsarfati a sa place et merci à Monsieur Bartov de nous avoir insufflé ce désir de mémoire. Voilà. Merci voilà, beaucoup. Ici, voilà, on voit, ça c'est la dernière chose qui a été créée en 2004, un rond-point à Beersheva à la mémoire du commando de Tsarfati. Voilà, avec une petite sculpture moderne, mais enfin, on existe. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir replacé dans le contexte et de nous avoir donné ainsi la compréhension et l'importance d'un petit groupe, mais qui a été déterminant et que nous devons les uns et les autres prendre pour image. Je voudrais continuer, merci beaucoup. Je voudrais continuer en donnant la parole à Johan Botbol, qui est un des animateurs de ce site. Il s'occupe de l'Ilmod et du groupe du professeur Beno Gross. Il voudrait nous lire en fait une lettre je crois la dernière, il va nous dire exactement, d'André Halimi, qu'André Halimi a eu l'occasion d'écrire à son père. Son père était rabbin et ils se sont parlé en ivrit et vous allez être surpris, je ne sais pas si vous allez avoir la version hébraïque, mais il parle dans un très beau hébreu et donc de ce fait, regardez la puissance et la force de ce André Halimi qui a 20 ans, quelques jours avant de disparaître, mais qui a la force d'écrire à ses parents cette lettre. Je donne tout de suite la parole à Johan. Merci beaucoup, Rav Sadia. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, d'avoir été participant grâce à toi, Rav Morali, avec le groupe Beno Gross. Je voulais vraiment te remercier pour ça, pour le fait qu'on soit capable de s'unir pour faire des choses grandes. Et je vais conclure un petit peu le côté historique, puisque après on aura l'occasion d'avoir des rabbins qui vont nous parler. Mais pour fermer le côté historique, justement cette lettre. Alors il y a la version hébreu, je suis allé directement à la traduction. Et effectivement, il avait un hébreu, comme tu l'as rappelé, un hébreu parfait, lorsqu'il était en France. Et il écrit comme ça. Donc c'est André Halimi, ce fameux copain que Pinchas Bartov a cherché pendant plusieurs années. C'est la dernière lettre qu'il va écrire, et André Halimi écrit comme ça. Mes chers, il envoie cette lettre à ses parents. Mes rêves se sont réalisés, je suis arrivé, Be'eretz HaKodesh, je suis arrivé en terre d'Israël. Je ne vais pas attendre une seconde de plus pour exprimer mon bonheur. Quel dommage que vous ne soyez pas avec moi ici et que je n'ai pas de vos nouvelles. J'ai quitté la France il y a 15 jours. 12 jours de trajet. Il est très difficile de décrire les conditions de voyage catastrophiques. Mais peu importe. Une seule chose est essentielle. Je suis arrivé en Israël. Il continue sa description. André Halimi dit comme ça. Pour arriver à notre logement, nous avons passé la route depuis Tel Aviv vers Haïfa. Papa, si tu voyais ce que les Juifs font en Israël, tu serais tellement fier. De part et d'autre de la route, on observe des fermes, des kibbutzim, des moshavim, des villages en construction. Papa, imagine-toi que je suis un des rares qui sait parler l'hébreu. Et ma fierté est très très grande. Voilà, il continue la lettre, mais cette lettre elle est poignante à mon avis puisqu'elle ferme le cercle qu'on a ouvert avec Pinchas Bartov. Mais essayez d'imaginer que ce commando de Tsarfati, c'était à peu près une centaine de personnes, puisqu'il y en a eu 60, après il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Il y a à peu près une centaine de personnes de ce commando de Tsarfati. Et essayez d'imaginer, ça c'est une lettre. Alors essayez d'imaginer la motivation, en fait, c'est des centaines de lettres qu'on aurait pu récolter comme ça, de gens qui étaient tellement contents, tellement fiers d'arriver de venir en Israël. Le dernier point que j'aimerais dire, une donnée très importante, un tiers des combattants de 1928 sont des Mahal. Mahal, c'est Mitnadev Roul, c'est-à-dire des gens qui se sont portés volontaires, habités en France, en Belgique, aux États-Unis, peu importe, des volontaires qui se sont portés volontaires en dehors d'Israël pour venir combattre. Un tiers des combattants de 1948. Donc on doit rendre hommage ce soir
au commando de Sarfati et à tous les Mitnadvim, tous les volontaires dans le nord d'Israël qui viennent jusqu'à aujourd'hui servir dans l'armée d'Israël alors qu'ils ne sont pas citoyens de l'État d'Israël. Voilà, merci beaucoup. Johan, merci beaucoup pour ce merveilleux témoignage. On continue ce soir avec cette fois un autre témoignage, le fils d'un combattant, Yosef Lombroso Zal, qui a participé au combat. Et c'est son fils, Olivier Lombroso, ou Chaim, je ne sais pas sous quel nom il apparaît ce soir, Olivier ou Chaim, donc qui va nous parler. Alors, son papa a la particularité, il a quitté Israël, il est revenu il y a quelques années, il est décédé aujourd'hui, mais il a écrit un petit livret rapportant son histoire, sa guerre, et donc c'est à ce titre-là que j'aimerais en fait l'écouter maintenant. Avec cette précision, c'est que s'il y a des personnes qui ont été en contact avec ce commando, s'ils ont l'amabilité de se signaler et de prendre contact pour que nous puissions rassembler le maximum de témoignages par rapport au commando à Tsarfati. Merci à vous. Alors, je passe la parole tout de suite à Olivier Lombroso. Il apparaît quelque part? Peut-être c'est Jacques. Je ne sais pas. Olivier ou Chaim, je ne sais pas sous quel nom il apparaît. Voilà, il a ouvert son micro. Votre vidéo, monsieur Lombroso. Non, je suis Jacques Lombroso et je ne connais pas Olivier Lombroso. Excusez-moi. Ah. Chaim, on vous attend. שיפתח רק את המצלמה ואת Sous המיקרופון. quel nom vous êtes? Ça y est, c'est bon. Ouvrez votre micro. Ok, Très bien. très bon. C'est à vous. Bonsoir. Donc, je préfère m'appeler Chaim, Chaim Ben Yosef. Donc, mon père est né en 1927 en Tunisie. On va dire, c'était, pour moi, c'est mon histoire. Et c'est l'histoire de mes enfants, puisque maintenant on est en Eretz Israël et c'est un petit peu c'est notre héritage. En 1927, il est né, son père est décédé le jour de sa bar mitzvah en 1940 et ses parents lui avaient donné, on va dire, cet amour d'être juif. Et pas simplement d'être italien ou d'être d'origine française ou parler français, parce que dans ces pays-là, on baragouinait toutes les langues, mais être juif, c'était avant tout le plus important. En 1947, le Shabbat, il n'y avait pas grand-chose à faire, même s'ils n'étaient pas tous pratiquants, mais il y avait des mouvements de jeunesse, soit c'était des mouvements de jeunesse qui étaient proches des Jabotinsky ou des Ben Gurion, donc un grand combat entre tous, et ils apprenaient un petit peu l'hébreu, à chanter et autres, et dans les champs, loin des Arabes, loin de tout le monde. Et à un moment donné, il y a des mouvements, il y a des gens de la Gent juive qui sont venus et qui les ont poussés à monter en Israël. Donc, mon père a 21 ans lorsqu'il part en Israël, en juin 1948. Il se retrouve à Marseille. Donc, c'est bien ça, monsieur Sayada, j'ai repris un petit peu l'historique. Ce bateau-là remonte jusqu'à Hambourg. Quelques personnes se font prendre à 7 et ne peuvent pas partir en Eretz Israël. En juillet 1948, donc une dizaine de jours, ils arrivent à Haïfa et ils sont directement embarqués dans le futur Palmar. De là, on va parler maintenant on va dire, de l'épopée, on peut dire grâce, on va dire à ce Gdoud Sarfati, puisque mon père n'a jamais dit commando ou autre, mais le Gdoud Sarfati, avec Teddy Ethan et non pas Eddie Ethan. Mon père disait Teddy Ethan, le commandant Teddy. Laura, on va dire qu'il ne savait même pas se servir des armes, rien du tout. Ils ne savaient pas cuisiner, ils ne savaient rien. Ils étaient tous jeunes, ils avaient entre eux, comme disait, ils avaient soit une fausse identité, une fausse information sur leur âge. Ils ne se connaissaient pas. Chacun avait une culture, mais ils avaient une culture européenne. C'est la différence que des autres personnes qu'ils auraient pu rencontrer après par la suite, qui étaient Thémani ou qui n'avaient pas du tout la même culture qu'eux, mais ils avaient une culture européenne. Et mon père m'a raconté une histoire que je voulais raconter. C'est un hommage également à tous ces soldats
J'ai une émotion par rapport à cette histoire parce qu'elle est belle. Mon père avait son meilleur ami. Il lui avait dit, voilà, je voudrais me reposer. Est-ce que tu peux me remplacer? Est-ce que je peux prendre la garde de minuit et toi, tu prends la garde et toi, je prends ta garde de 8 heures à minuit. Lorsque mon père arrive vers minuit pour faire le remplacement, il retrouve l'ensemble des soldats, des Khayalim, égorgés. Et les soldats ennemis arabes avaient coupé les parties et leur avaient mis dans la bouche. Lorsque mon père m'a raconté cette histoire, j'avais une dizaine d'années et j'ai dit, comme on dit, plus jamais ça pour la Shoah, ben non, maintenant, on a un État d'Israël et il faut en être fier. Et donc, c'est également se rapporter également par rapport à tous ces combats. Il y a des gens qui ont été prisonniers. J'ai appris qu'une personne avait été prisonnier par les Égyptiens et pendant presque 2 ans avait été restée dans les geôles égyptiennes. Cette personne s'appelait Albert Seba ou Albert Charar, qui a été l'un des fondateurs d'Elat, qui était d'origine de Constantine, d'accord, alors que mon père était tunisien. Ils se sont rencontrés dans les années 2005-2006. Bon, ils ne se souvenaient pas trop, parce que vous savez, avec les années, on oublie. Et après, mon père a été démobilisé en 1949. Il a été infirmier de Paula Ben Gurion et après également Ganan, également avant ça, de la tombe de Théodore Herzl qui a été déplacée. Donc, mon père, à ses 80 ans, a voulu nous donner un petit peu, nous transmettre cet héritage par un écrit, donc en reprenant plein d'informations. Et il a écrit un petit livre qui est là. Cette photo-là, c'est Malcha actuel, c'est le Malcha d'avant, qui a été fondé par, Malcha a été fondé par des Juifs tunisiens, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Voilà ce que je voulais dire et que c'est vrai que c'est merveilleux de rappeler un petit peu qu'il y a eu un commando ou un bataillon ou un gdout Sarfati, des gens qui aimaient Israël, qui ont voulu combattre et qu'on parle plus malheureusement de Wingate et on fait une grande éloge de Wingate et pas de ces soldats francophones qui aimaient Israël et qui nous ont donné à nous cet amour d'Israël et qu'on a envie de donner à nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Je vous remercie beaucoup et Hanouka Sameach. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est un élément important encore, nouveau à mettre à ce dossier qui, à mon avis, est plein de richesses. Par la présence de chaque individu, chacun avec son histoire, a apporté comment il a vécu, comment il a transmis le message. Et kol hakavod à votre papa Zal et kol hakavod à vous de reprendre le flambeau aujourd'hui. Je répète ma proposition, s'il y a des personnes qui ont été en contact avec le commando, eh bien, qu'ils se signalent, ça sera avec plaisir que nous écouterons. Vous voulez rajouter? Mettez votre micro. Ouais. Je voulais rajouter quelque chose. Dans le livre de mon père, il avait un de ses amis. Bon, je pense que ce monsieur-là est également décédé, mais un nom rare, Piperno. Donc, il s'appelait Piperno, également, j'imagine, d'origine tunisienne. Et qui, on va dire, mon père me disait souvent, j'aimerais tellement revoir mon ami Piperno. Donc, si des gens connaissent des Piperno ou Pipernos, voilà. Et qui. Est-ce que le livre que votre père a écrit, il y a possibilité de le revoir à l'écran? Oui, c'est un livre qui a été édité que pour la famille, pour ses 80 ans. Daniel en a un, je crois, un exemplaire. Donc, elle pourra vous le transmettre. Voilà. Oui, c'est ça. Remettez-le devant l'écran parce que des gens ont demandé à le voir. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, attendez. Je ne vois pas. Voilà, un petit peu. Voilà, très bien. Là, on voit, à l'intérieur, on voit des photos. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois un petit peu. On voit un petit peu, sinon c'est Daniel Martin. Voilà, c'est des photos du groupe. Je vais se mettre un petit peu loin. Un peu en arrière. Voilà, la jardinière tombe des Théodore Herzl et là, c'est le 20 janvier 1949 au lycée Herzliya de Tel Aviv. Oui, on ne voit pas.
Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Mais, je vous Je enverrai, voudrais mais maintenant- Daniel aura plus la chance de pouvoir vous transmettre le livre. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Je voudrais c'est maintenant quelques minutes de recueil de réflexion puisque je vous ai dit que c'est la Ascara ce soir. Donc, on était il y a 1 an ou 2 sur place. Vous allez voir le film, on fait voir les tombes dans ce cimetière de Révivim qui est magnifique, hein, au demeurant. Et pendant ce temps-là, je ferai la Ascara, eh bien, pour rappeler la mémoire de tous ces hommes qui sont tombés à ce moment-là. מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, אזור הרקיע מעירים ומזהירים לנשמות החיילים צבא הגנה לישראל במסגרת הקומנדו הצרפתי שנפלו במלחמות ישראל על קדושת השם, לנשמת אדגר דרפיס, ישראל חלימי, מרדכי חלימי, אוריון שלום, פפר פרד, גולדין אלכסנדר, סטנדוף ראובן, מרדכי טויטו, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן.